Nouvelle édition du 12-15, bienvenue au sommaire de ce journal. Au moins 300 civils tués depuis fin novembre en Éthiopie par les bombardements aériens de l'armée fédérale dans la région du Tigré. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme fait part de son inquiétude. L'accès à l'eau et aux installations sanitaires est un défi. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population a accès à l'eau potable, un accès limité en raison du manque d'infrastructures et à la sécheresse qui touche plusieurs régions du continent. Moderna choisit le Kenya pour implanter une usine de production de vaccins ARN messagers. Le laboratoire américain a conclu un accord avec le gouvernement kényan. Moderna envisage d'investir jusqu'à 500 millions de dollars. On ouvre ce journal par ces nouveaux combats meurtriers au Nigeria. Au moins 57 combattants ont été tués dans le nord-ouest du pays, dans l'état de Kebbi, ce lundi, dans des affrontements entre une milice d'autodéfense dénommée Yanzakai et un groupe criminel qui lance des attaques périodiques contre des villages de cet état de Kebbi. Le président Muhammadu Buhari, qui condamne cette attaque, se dit choqué par ce niveau extrême de criminalité. L'État mauritanien accuse les forces armées maliennes de crimes récurrents contre ses ressortissants. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères se serait entretenu ce mardi 8 mars avec l'ambassadeur du Mali sur la question. La Mauritanie fait état de la disparition de plusieurs de ses ressortissants de l'autre côté de la frontière dans des circonstances troubles. Leur disparition serait survenue dans la zone frontalière au sud d'Adel Bagrou en janvier dernier, alors qu'il était cette fois question de plusieurs morts. Le gouvernement malien avait annoncé l'ouverture d'une enquête tout en niant une possible implication de ces soldats. Plus de 300 civils éthiopiens ont été tués par des bombardements aériens en à peine 3 mois en Éthiopie, selon l'ONU. Des victimes des opérations menées par le gouvernement fédéral, avec à sa tête le Premier ministre, Abiy Ahmed. La cible principale est la région du Tigré, mais la phare voisine est aussi concernée. C'est un sujet de la rédaction. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a fait part lundi de son inquiétude sur le nombre important de bombardements menés par les forces aériennes éthiopiennes, principalement au Tigré, mais aussi dans la région de l'Afar. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, Michelle Bachelet décrit une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, causant la mort de plusieurs centaines de personnes depuis la fin du mois de novembre. Le bureau a enregistré 304 meurtres et 373 blessés résultant de bombardements aériens au cours de la période considérée. L'envoyée éthiopienne au Conseil des droits de l'homme rejette de son côté les conclusions de Michelle Bachelet. L'état d'urgence a été levé. Des détenus et des prisonniers, y compris des personnalités du groupe terroriste, ont été libérés. L'Éthiopie réitère son ferme engagement à lutter contre les violations des droits de l'homme nées de notre engagement en faveur des droits humains. Aucune atrocité odieuse ne sera impunie dans notre pays. Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020, lorsqu'Abiy Ahmed y a envoyé l'armée fédérale pour combattre le Front de libération du peuple du Tigré, parti qui a détenu les leviers du pouvoir à Addis-Abeba entre 1991 et 2018 et qui, depuis son éviction, conteste l'autorité de l'actuel Premier ministre. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population a accès à une source d'eau potable et aux installations sanitaires de base, en raison notamment du faible niveau des investissements en matière d'infrastructures. La situation ne cesse de se détériorer alors que les États et l'Union africaine affirment régulièrement être engagés sur la question. Roberto Bogbe. Le continent fait face à de nombreux défis à relever en matière d'eau et d'assainissement. L'Union africaine, dans sa stratégie 2025 dédiée à cette problématique, s'active à mettre en œuvre ce projet. Les États membres sont appelés à considérer la question de la sécheresse et du stress hydrique comme étant très urgente du fait de leur caractère à susciter conflits, immigration entre autres.
Water is really a key issue that we have to address. We've been cooperating with L'eau est vraiment un problème critique auquel nous devons nous attaquer. Nous avons coopéré avec le conseiller ministériel pour l'eau afin de faire le plaidoyer dans la mise en œuvre de notre engagement Sharm el-Sheikh de 2008 sur l'eau et l'assainissement au niveau de la communauté régionale et également avec les États membres au niveau national. Nous essayons aussi d'améliorer et de renforcer le réseau africain des organismes de bassin. Les réalisations dans le domaine hydraulique restent peu satisfaisantes. Au menu d'une première conférence sur les problématiques liées à l'eau au cours de ce mois de mars 2022, le plaidoyer à l'endroit des chefs d'État en vue d'obtenir des engagements politiques sur la résolution du problème de l'eau. Ce sont des problèmes qui nécessitent une collaboration pour apporter des solutions. Nous avons de bonnes solutions parce que nous avons de grands fleuves comme le fleuve Congo. Il a la capacité de pomper l'eau dans toutes ces zones à travers des oléoducs, par exemple vers la Namibie, afin qu'elle puisse avoir accès à l'eau. Même le lac Tchad, nous devons y repomper de l'eau afin que tous les pays environnants qui tirent leurs substances du lac puissent avoir accès aux ressources en eau. Nous y travaillons, mais cela demande aussi la volonté politique de nos dirigeants. Le rétrécissement du lac Tchad s'accentue au fil des mois, une conséquence du réchauffement climatique avec une incidence pour les riverains ajoutée aux nouvelles populations qui y ont débarqué du fait des troubles. Dans la région Afrique australe, la sécheresse et le stress hydrique sont de plus en plus critiques. Le Congo-Brazzaville et le Cameroun ambitionnent de construire un chemin de fer qui relierait Mbalam au port de Kribi, un axe de 510 km. Ce chemin de fer, si le projet parvient à être concrétisé par les deux États d'Afrique centrale, servira de terminal minéralier. Les précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le Congo et le Cameroun envisagent pour bientôt la construction de 510 km de chemin de fer dont le but est de connecter les sites miniers congolais d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi pour faciliter l'évacuation du minerai de fer. Selon les autorités congolaises, les travaux de construction de ce projet devraient débuter au cours du premier trimestre 2022. Cette initiative devrait, de l'avis de certains experts, contribuer au développement économique des deux pays. La mise en œuvre d'un tel projet, pour moi, relève de ce que j'appelle, et tout le monde s'accorde là-dessus, des projets communautaires. Pour concrétiser la construction du chemin de fer Nabeba Mbalam dans les meilleurs délais, les ministres en charge des mines du Cameroun et du Congo ont signé un protocole d'accord pour relancer ce projet mis en place depuis 2012. Par ailleurs, ce projet devrait permettre d'améliorer l'exploitation du minerai de fer de Nabeba Mbalam à la frontière entre la République du Congo et le Cameroun. En même temps que le Congo est en train de chercher une voie économiquement viable pour évacuer les produits miniers, Kribi et donc le Cameroun aura une clientèle et donc du flux aussi bien en matière qu'en argent sur son port qu'il désire absolument rentabiliser. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir avoir cette voie de communication et cette activité économique qui profite aux deux parties. Soulignant que la construction de la voie ferrée de 510 km a été confiée au groupe chinois Ostino Resources Group Ltd et à son partenaire de Hong Kong, Bestway Finance Ltd. Par ailleurs, les autorités prévoient également la construction d'un port en eau profonde dans la région du sud du Cameroun. Retour à présent sur le lancement au Sénégal samedi dernier par le président Macky Sall de la deuxième phase du train express de Dakar, le TER, qui relie depuis décembre en une vingtaine de minutes les 36 km qui séparent le centre de la capitale à la ville de Diamniadio. Le projet ferroviaire vise à désengorger Dakar et à terme, le trajet entre Dakar et l'aéroport se fera en 45 minutes avec ce train express. Amenedji.
Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a lancé le samedi 5 mars 2022 les travaux de la seconde phase du train express régional TER pour environ 204 milliards de francs CFA. Le nouveau tronçon de 19 km va relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Prévu sur une durée de 21 mois, les travaux visent à élargir la desserte de ce nouveau mode de transport à certaines villes situées en périphérie de Dakar qui ne bénéficient pas vraiment de l'offre depuis l'inauguration de la première ligne. À partir du moment où vous améliorez la mobilité urbaine des personnes, vous leur permettez de travailler un petit peu plus, de travailler beaucoup plus même. À partir du moment où les gens travaillent plus, ils produisent plus et donc ils mettent sur le marché beaucoup plus de produits et de services d'une manière beaucoup plus efficace. Et l'activité commerciale autour de ces marchés-là vont générer des recettes fiscales. Ces 19 nouveaux kilomètres du TER s'ajouteront aux 36 kilomètres déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 kilomètres en 2 voies. Par ailleurs, les autorités sénégalaises prévoient la construction de la passerelle piétonne de Sébikotane et le pont de traversée pour faciliter la mobilité. 7 autres trains s'ajouteront au parc des 22 déjà existants. Le plus important pour l'État sénégalais et pour les États en général, lorsqu'on améliore la mobilité urbaine, c'est de pouvoir permettre le développement de l'activité économique. C'est surtout ça qui est véritablement visé. Et c'est clair que si l'activité économique est développée, les recettes fiscales suivent. Et ce qu'on a vu avec le TER, c'est que des personnes qui passaient énormément de temps dans leur voiture et avaient des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail, ont vu leur vie diamétralement changer. 200 travailleurs seront recrutés dans le projet, concourant ainsi à la valorisation de la main-d'œuvre locale. Ces différentes infrastructures, une fois opérationnelles, renforceront l'offre de transport public tout en réduisant les flux et en désengorgeant la capitale. Moderna a confirmé ce lundi la construction au Kenya de la première usine d'Afrique de production de vaccins à ARN messager, une usine pour augmenter la couverture vaccinale sur le continent. La société de biotechnologie américaine a procédé à la signature d'un accord qui prévoit une production de 500 millions de doses de vaccins par an. Joël Ballot. Implacable, la pandémie de coronavirus est déjà à l'origine de plus de 250 000 décès en Afrique. Au vu de l'accès inéquitable des vaccins, la société Moderna annonce l'investissement de 500 millions de dollars au Kenya pour la construction d'une usine de vaccins. Cette usine va accélérer la production des vaccins à ARN messager pour l'ensemble du continent africain qui manque encore largement de doses pour lutter contre la Covid-19. L'investissement de Moderna au Kenya aidera à avancer vers un accès mondial équitable aux vaccins et est emblématique des développements structurels qui permettront à l'Afrique de devenir un moteur de la croissance soutenable mondiale. À ce jour, seulement 12,7% de la population africaine est complètement vaccinée contre la Covid-19. Aussi, pour la société Moderna, la mise en place de cette usine viendra accélérer la distribution des vaccins en Afrique dès 2023. Elle va réduire considérablement la dépendance africaine vers l'extérieur pour atteindre un niveau d'immunité important de 70%, objectif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Nous sommes très heureux de savoir que l'Égypte produit actuellement environ 3,5 millions de doses de vaccins. Le roi du Maroc a également lancé une grande unité de fabrication de vaccins qui ne produira pas que des vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins. Le Sénégal s'est aussi engagé dans le processus de fabrication non seulement de vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins et de nombreux autres pays comme l'Afrique du Sud produisent déjà le vaccin Johnson & Johnson. La pandémie a mis en lumière l'immense dépendance de l'Afrique aux vaccins importés, ce qui justifie que seuls 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. Aujourd'hui, grâce à ces différentes initiatives, l'Afrique est sur la bonne voie de l'autosuffisance. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.